Sa andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Sa anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Il y a des invités qu'on découvre et d'autres qu'on connaît tellement bien qu'on a presque peur d'oublier de les présenter. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un avec qui je partage bien plus qu'un micro. On s'est rencontrés en 2017 dans un programme de formation de futurs dirigeants africains. On a étudié ensemble, on a écrit un livre ensemble et depuis un an, on est aussi cofondateur d'un cabinet de conseil. Autant dire que nos trajectoires se croisent depuis un moment. Mon invité s'appelle Ablaye Ndiaye. Vous l'aurez compris, il est sénégalais. Il vit en France depuis plusieurs années. Il a un parcours riche, mobile et profondément ancré entre l'Afrique et l'Europe. De base, il est journaliste de formation et ancien journaliste économique. Il a travaillé dans les médias, la communication, l'enseignement avant d'évoluer vers des fonctions de conseil, d'encadrement et aujourd'hui responsable conformité quelque part à Paris. Son parcours académique et professionnel l'a conduit du Sénégal à la Hongrie, puis du Sénégal au Maroc et du Maroc à la France. Un vrai tour de la francophonie. Sans abonnement, j'ai envie de dire voyage illimité, ni passeport diplomatique, passeport d'ailleurs qu'il mériterait pourtant, vu qu'il est reconnu comme expert en relations internationales depuis 2019. Dans cet épisode, on va parler de migration, d'études, d'engagement intellectuel, des reconversions professionnelles et de ce que ça veut dire se construire loin de chez soi sans se perdre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 11 de Trajectoire migratoire. Salut Ablaye, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Telly, bonjour, j'espère que vous allez bien et les activités professionnelles, ça se passe bien. Oui, ça va, Dieu merci, ouais. Je sais que vous les Sénégalais, vous aimez tellement vous voyez, mais là on va se tutoyer. Ouais. Par réflexe, je sais que c'est un peu dans votre culture de vous voyer tout le monde. C'est un réflexe. Mais on se tutoie depuis 2017, comme je disais dans l'intro. Déjà, Ablaye, félicitations à la team sénégalaise pour la qualification en demi-finale. Hein. Bravo, vraiment. Surtout à ces deux joueurs qui s'appellent, je crois, Diatta et Malik, c'est Diouf ou Diop. Ils sont vraiment top. Et les deux latéraux, Krépin Diatta et Malik Diouf. Moi, c'est mes deux gars quoi, de votre équipe. Ils sont super bien, ils sont bons. Et puisqu'entre nous, voilà, on est tous les deux fans de foot, je ne peux pas ne pas te poser la question. Quel est ton regard sur la CAN, sur cette CAN 2025? On est en 2026, mais bon, la CAN, elle est 2025. Personnellement, je pense qu'on a eu cette discussion il y a quelques jours aussi, mais moi, je trouve que le niveau a clairement monté d'un cran. Il y a plus d'intensité et j'ai envie de dire qu'il y a aussi plus de qualité, plus de rythme. Et franchement,
On est vraiment sur du très très haut niveau de jeu, quoi. Il y a des équipes motivées, bien en place et surtout très performantes, hein. Moi, je note voilà toutes les équipes qui étaient vraiment très performantes. Ça fait plaisir en tout cas de regarder cette CAN 2025. Alors, dis-moi, quel est ton regard? Parce que je sais que tu t'intéresses beaucoup aussi au sport. Ouais, effectivement, moi, je suis fan de foot comme toi. Moi, j'ai une analyse axée principalement sur le niveau d'abord de la CAN. Comme tu l'as dit, c'est une CAN très, très relevée. Quand tu regardes bien, tous les mondialistes, toutes les équipes qui se sont qualifiées à la Coupe du Monde sont arrivées en quart de finale, excepté l'Égypte. Non, autant pour moi, Tunisie. Il y a que la Tunisie qui s'est pas qualifiée en quart de finale, éliminée par le Mali en huitième. Donc, quand tu Ouais. regardes bien, les ténors sont au rendez-vous. Qu'est-ce qui explique cela pour moi? C'est le niveau des installations au Maroc, des terrains, des pelouses et tout ce qui tourne autour des installations pour le bon déroulement de la carte. Parce que le foot, on se voile pas la face. Le foot, ce sont des pelouses. Si tu as de bonnes pelouses, la pratique du foot devient facile. Les acteurs, voilà, vont pouvoir vraiment dérouler leur jeu. Mais quand tu regardes les cannes précédentes, il y avait des pelouses qui n'étaient pas aux normes ou bien qui étaient un peu des nids de poules, ce qui rendait difficile la pratique du foot, ce qui créait d'énormes surprises parce que des équipes qu'on considérait comme des ténors Oui. décevaient beaucoup avec des éliminations prématurées comme par exemple l'Algérie, les deux cannes précédentes et d'autres équipes. Donc, pour moi, le niveau des installations, c'est ça qui explique le fait que la CAN est très relevée cette année. Voilà, il n'y a pas de surprise, tous les grands sont au rendez-vous. Et est-ce que tu penses que la météo ou le climat a aussi contribué à ça? Parce que je rappelle qu'au Maroc actuellement, on est en plein, je pense qu'il fait froid, il pleut Il faut, beaucoup, ah oui. et, il fait pas chaud. Et puisque la plupart des joueurs, en tout cas, évoluent dans des clubs européens où il fait froid et ils jouent pas en tout cas dans des températures très élevées comme on l'a connu dans le passé en Afrique, surtout subsaharien où il fait très chaud. Est-ce que tu penses que la météo ou voilà, les conditions climatiques peut-être heu, ont en tout cas à contribuer ou ont contribué en tout cas à renforcer ou à hausser ce niveau de jeu. Les conditions climatiques sont favorables, c'est vrai, parce que il fait un peu froid, c'est presque le même climat d'Europe qu'on retrouve au Maroc. Et on se rappelle que presque les grands joueurs qui évoluent dans leurs différentes sélections jouent pratiquement en Europe. Après, il y a quelques d'autres qui sont peut-être en Arabie Saoudite ou bien dans d'autres pays. Mais c'est vrai que les conditions climatiques favorisent le beau jeu. Et Ouais, moi, ce qui est plaisant dans cette CAN, c'est qu'il y a du beau jeu. Tu vois les équipes, tu penses que c'est parce qu'auparavant les gens avaient une étiquette collée au foot africain, c'est de l'engagement physique et ouais, des balles, des longues balles envoyées passer par là. Mais là, tu vois le jeu dérouler. C'est comme les équipes européennes, c'est comme les championnats. Il n'y a pas de différence parce ouais, que c'est ce qui favorise cela, ce sont les installations et le climat favorable. tout Parce à qu'il fait. faut pas oublier aussi que le Maroc a mis en place un système de technologie assez intéressant qui permet de filtrer l'eau. Mais quand tu remarques, il y a beaucoup de pluie ces temps-ci au Oui, Maroc. exactement. Mais une fois la pluie démarre, ça se voit pas sur le terrain parce qu'il y a un système de tamisage de tout qui permet d'évacuer l'eau et voilà, enfreint pas en quelque sorte le jeu, quoi. Et franchement, bravo au Maroc pour cette belle CAN. Et je C'est vrai que pense la qu'au CAN moment dernière aussi, elle était bien organisée en Côte d'Ivoire, il y avait une bonne ambiance. Mais là, je pense qu'en tout cas, le Maroc a mis la barre très haut. le Maroc doit vraiment inspirer les autres pays prétendant d'organiser la CAN. Parce que, voilà, le niveau d'installation qu'on a au Maroc, on le retrouve pas souvent en Afrique. Et là, les autres autorités des autres pays, ils doivent vraiment
elles doivent vraiment S'inspirer, oui. essayer de s'inspirer de tout cela. Merci d'avoir apporté ton regard sur cette actualité. Alors, comme je le disais dans l'intro, on se connaît depuis 2017. Pour commencer simplement, qui est Ablaye aujourd'hui? Et comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? En fait, parler de soi, c'est un peu difficile. Donc, je vais Ouais, essayer de résumer un peu. Voilà, pour parler de ma personne, moi, je suis Ablaye Modou Ndiaye, je suis sénégalais, résident actuellement en France. Voilà, âgé d'une quarantaine d'années, père de 2 petites filles. Voilà, marié également. Et je suis à la base journaliste de formation, mais aussi expert en relations internationales et avec un parcours assez kilométrique, je dirais. Voilà, on reviendra sur le parcours au cours de l'émission. En quelque sorte, c'est ça la brève présentation, voilà, me concernant. Tenez. c'est très très bien. On reviendra, comme tu le dis, sur le parcours. Je sais qu'il est long. On prendra le temps de parler de tout ça. Quand tu regardes aujourd'hui ton parcours avec du recul, est-ce que voilà, le fait de partir, le départ, ça a été vraiment un choix assumé ou quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure ou progressivement? En fait, moi, je vais être cash sur la réponse. La migration n'a jamais été un choix pour moi. Au contraire, j'ai jamais voulu vivre à l'étranger. La migration, je peux dire que ça s'est construit progressivement, voilà, lié à certaines circonstances professionnelles et liées aux études et tout. Donc moi, j'ai toujours voulu vivre auprès de ma famille, accompagner ma maman durant ces années de vieillesse, parce que quand tu voyages, tu restes des années sans voir peut-être ta famille proche, voilà, ta mère, ou ton papa, et si tu as des enfants aussi. Donc, ça n'a jamais été un choix pour moi d'aller vivre à l'étranger et de rester là-bas. Peut-être j'aimais voyager et revenir, voilà, mais après rester, ça n'a Ouais. jamais été un choix. Peut-être Et ça s'est ça, construit progressivement. ça, je peux le confirmer parce qu'après notre programme d'études, et je sais que voilà, on était plusieurs nationalités, en tout cas différentes nationalités africaines et européennes. C'était vraiment un mélange de différentes nationalités, mais je crois que tu étais l'une des rares personnes qui avait fait le choix de directement partir après la cérémonie de remise de diplôme. Et donc, quand je pense à ça, je me dis, ouais, le gars, il avait pas le temps à perdre, il n'avait pas le temps en tout cas à perdre. Il était venu pour une raison précise, c'est-à-dire une raison de faire son master. Il l'a fait, il l'a validé, et là, il prend son billet d'avion pour rentrer chez lui, alors que certains de chercher et trouver d'autres opportunités, essayer de voir comment travailler, continuer à étudier ou travailler en Europe. Mais toi, je confirme justement que tu avais pris ton billet d'avion pour rentrer. Ah, parce Et que, c'est super intéressant. Alors, on va parler de ton parcours. Je sais que tout a débuté, tout a commencé au Sénégal. Est-ce que tu peux nous parler des grandes étapes de ton parcours? Les pays où tu as vécu, étudié, travaillé, est-ce que chacun t'a apporté? Mais pour commencer, peut-être, tu es né dans quelle région à Dakar, au Sénégal, pardon? Et comment était Ablaye, ce petit Ablaye sénégalais, comment il a commencé tout petit, avec l'école et ainsi de suite? en fait, moi, je suis né dans le centre du Sénégal, dans la région de Kaolack, plus précisément dans un petit village qu'on appelle Dianiel, et dans la commune de Ndofane. Parce que Kaolack, c'est la région, mais il y a plusieurs départements et communes aussi. Donc moi, je suis de Kaolack, mais j'ai grandi à Dianiel, où je suis né. Après, au village que j'ai quitté très tôt, à l'âge de 11 ans, avant mes 12 ans, j'ai quitté le village parce que au village, il y avait que l'école primaire. Et quand j'ai fini l'école primaire,
Il fallait aller vers le secondaire et voilà. Et vu, vu qu'on n'avait pas une école adaptée à cette, voilà, adaptée au secondaire, donc il fallait partir loin de chez moi. Voilà, ce fut un moment difficile, quitter chez toi à bas âge et quitter ta mère, voilà, c'était un peu compliqué et je suis parti chez ma tante à Sokone, à une soixantaine de kilomètres de Kaolack, où j'ai fait mon parcours secondaire jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Et après que je suis venu à Dakar, après l'obtention de mon baccalauréat. Voilà Kaolack, pour parler un peu de Kaolack. Kaolack, c'est le bassin arachidier. Quand on parle de bassin arachidier au Sénégal, c'est Kaolack. C'est la région qui principale où qui son économie est portée par la culture, l'agriculture, notamment de l'arachide. Après ces dernières années, voilà, ça a commencé à changer à cause de beaucoup de paramètres, mais auparavant, c'était vraiment une économie portée par l'agriculture liée à la culture de l'arachide. C'est pourquoi on l'appelle le bassin arachidier. Quand tu Ok. regardes les plus grandes usines où on fait la sélection des bonnes graines se Mhm. trouve dans la région de Kaolack. Voilà, c'est ça la marque en quelque sorte de Kaolack. Et aussi vraiment un climat aussi qui est un peu compliqué. Ouais, c'est clair, c'est ça la marque de Kaolack. Ok. Et un ordre de grandeur ou en termes de, de grandeur par rapport à Dakar ou à d'autres villes, tu peux dire que c'est une grande région Ouais, ou ouais, ouais. c'est une région, une petite région par rapport à d'autres grandes régions sénégalaises? Kaolack est considéré comme la troisième ou quatrième région du Sénégal. D'accord, Après Dakar, il y a la région de Thiès, après peut-être Saint-Louis, et Kaolack vient en quatrième position. Donc, d'accord, c'est et une aussi grande région alors. voilà, c'est un carrefour aussi, c'est un carrefour pour quand tu sors dans les parties intérieures du Sénégal, si tu pars au sud ou bien dans l'est, tu passes toujours par Kaolack, notamment vers Tamba et le sud de la Casamance, tu vas passer par Kaolack. Et même quand tu pars au Mali, tu es obligé de passer par Kaolack. Donc Kaolack, c'est un centre, c'est un carrefour. Ok, donc c'est un peu comme ma ville d'origine aussi, ma région d'origine qui est Mamou, en Guinée. Et comme on aime souvent le dire, c'est la ville Carrefour. Donc pour aller à l'intérieur du pays à partir de Conakry, il faut forcément passer par là, c'est-à-dire aller dans les autres grandes régions, notamment la Haute-Guinée, la Guinée forestière. Il faut forcément passer par Mamou qui est la ville ou la région Carrefour. Ouais. Ok. Et du coup, tu fais ton école primaire au village et après, tu pars en ville pour continuer le collège et faire le lycée. Et Ouais, ouais, mais juste avant d'aller à Sokone chez ma tante pour mon cursus secondaire, ouais, d'abord, je suis passé par le lycée mythique du Sénégal, le lycée Valdiodio, qui porte le nom de Valdiodio. Je sais pas, il y a beaucoup d'Africains, notamment les panafricanistes qui connaissent Valdiodio parce que il a été une grande figure de la revendication de la décolonisation. Voilà, l'histoire a vraiment retenu son nom parce que quand De Gaulle est arrivé au Sénégal en 58, il a demandé, euh, il a demandé les pays, c'est là où il a fait son fameux appel où disait ceux qui veulent l'indépendance, prenez-la. Son fameux discours qu'il avait prononcé à Dakar. Et à l'époque, il y avait Val Jojo qui faisait partie des porteurs de pancartes. Parce qu'il y a des grandes figures au Sénégal, on les appelle les porteurs de pancartes. À l'époque, quand on était sous la coupole de la France, et Valdiodio, son nom vraiment est resté gravé à cause de cette revendication. Et voilà, donc le grand lycée de Kaolack porte son nom, on appelle lycée Valdiodio.
Moi, j'ai fait ma première année secondaire, je l'ai fait là-bas, qu'on appelle 6e au Sénégal. Je l'ai fait là-bas parce que moi, dès le début, quand j'ai eu mon entrée en 6e, je devais partir chez ma tante. Mais vu que les orientations étaient tardives et on m'a orienté à Kaolack, je pouvais pas faire le changement parce que l'école avait presque démarré, et les cours avaient presque démarré. Il fallait faire une année là-bas et après, à la fin de l'année, de partir chez ma tante pour continuer. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait une année au lycée Valdiodio. Je suis parti à Sokone pour faire le reste jusqu'au baccalauréat. Et OK, une fois le baccalauréat obtenu, là, je suis venu à Dakar. OK, OK. Avant de continuer vers Dakar, je voulais te poser une question sur le système scolaire ou éducatif en général à Dakar. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus avec les différents invités que j'ai dans ce podcast voilà, en tout cas des invités qui viennent de différentes régions. Et je sais que c'est différent du système qu'on a en Guinée. Tu disais tout à l'heure qu'au au lycée, quand tu es arrivé, la première année, vous l'appelez sixième. Sixième. Et déjà, en fait, à l'école primaire, vous faites combien d'années pour aller au collège? Et au collège, vous faites combien d'années pour passer au lycée? Et au lycée, donc, la première année, vous l'appelez la sixième. Contrairement en Guinée où, quand on arrive au lycée, déjà la première année au lycée, c'est la 11e. Je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, jusqu'à récemment, c'est la 11e. Et puis la 12e, et la terminale. C'est quand on est en terminale, voilà, on fait le bac pour aller à l'université. Parle-nous un peu voilà, du système éducatif au Sénégal. En fait, le système éducatif au Sénégal, si je fais le résumé du nombre d'années, déjà Mhm, pour arriver en terminale, c'est-à-dire au baccalauréat, il faut faire 14 ans. Les 14 ans sont répartis comme suit. mhm. C'est-à-dire tu fais à l'école primaire, quand tu démarres, tu fais 7 ans pour arriver en CM2. C'est-à-dire tu fais 6e. Là-bas aussi, c'est 6e. C'est-à-dire quand tu démarres déjà, tac, c'est 6e. À Ok, l'école primaire. 6e, 5e, 4e, 3e, CM1, CM2. Tu vois? ok. Et Comme en France un peu, quoi, comme le système d'ici, oui. voilà. Et tu arrives en CM2, tu fais l'entrée en sixième. En CM2, on dit l'entrée en sixième. On fait là-bas l'entrée en sixième. C'est cette entrée qui te permet d'aller en sixième, quoi, en sixième secondaire. Parce qu'au Sénégal, c'est sixième primaire et sixième secondaire. Oui, oui. Cinquième primaire, cinquième secondaire. Quatrième primaire, quatrième secondaire. Troisième primaire, troisième secondaire. Après, après là, tu commences. Quand tu arrives troisième secondaire, tu fais là-bas, il y a un examen crucial qu'on fait. Mhm. C'est l'examen qui te permet d'aller en seconde. C'est ça qu'on appelle le BFM, brevet de fin d'études moyen. C'est ça qui donne BFM, avec le sigle, quoi, BFM. Et si c'est l'école primaire, c'est brevet de fin d'études élémentaires ou certificat de fin d'études élémentaires. On l'appelle CFE. Mhm. C'est le premier diplôme même dans le cursus scolaire du Sénégal. CFE, après BFM. Ok, Et ça c'est après, après les premières 6 ans. voilà. Et Ah, c'est après, ça. Ouais. quand tu Et finis, l'examen, c'est un examen comme les autres examens, comme le bac un peu. c'est le BFM. Au Sénégal, tous les examens sont sérieux. De l'école primaire au secondaire jusqu'au baccalauréat. C'est-à-dire le premier examen, c'est le CFE. Quand tu es à l'école primaire, c'est un examen redoutable pour les jeunes, voilà, les enfants qui passent leur première étape d'examen dans le cursus scolaire. Et quand tu finis ça, quand tu arrives le deuxième examen, c'est le BFM. Là aussi, c'est du très, très sérieux. Il faut avoir le niveau pour passer. Mhm. Et nous, à l'époque, je me rappelle quand on le faisait, il y avait qui passaient 3 fois, qui le faisaient 3 fois pour pouvoir décrocher le sésame. C'est la même situation aussi quand tu arrives
au terminal, en baccalauréat aussi, c'est un examen hyper sérieux. Là, il y a non seulement toi, ta famille qui, tout le monde observe comment tu vas faire, est-ce que tu vas avoir ton bac ou pas, mais il y a le quartier et tout le monde est au courant que Toute la communauté voilà, qui est là cette pour... personne va passer l'examen. C'est ça qui te stressait. Moi, je me rappelle, en terminale, quand je passais les week-ends pour aller même étudier à l'école, on faisait des cours de renforcement et tout. Les femmes qui étaient dans le quartier, ils nous demandaient, votre examen, c'est quand? Le bac, c'est quand? Ils mettaient de la pression. La pression. Et le lendemain des examens, quand tu passes, on t'appelle pour te demander si tu as le bac. Regarde si tu as le... Ouais, Et ça si tu n'as pas le bac, comment tu vas faire? Ouais, parce qu'en Afrique, en général, on dit en communauté, voilà, le problème de quelqu'un, c'est le problème de toute la communauté. La situation de quelqu'un, situation Ça concerne positive tout ou le monde. négative, c'est la situation de toute la communauté, quoi. Tout le monde s'intéresse à ce que ce que l'autre fait, quoi. Et c'est intéressant, oui. Ok. Et ok. Et du coup, tu continues, tu arrives à Dakar, tu fais ta licence, j'ai envie Ouais, de dire ouais. après le Une bac. fois le bac, je me suis orienté vers la formation de journalisme que j'ai fait pendant 3 ans. Après, j'ai obtenu ma licence. Après ma licence, c'est voilà un parcours de combattant. J'ai fait 2 à 3 ans de stage dans différents organes du Sénégal. Et, mais le stage qui m'a le plus marqué, c'est celui que j'ai fait à la RTS, c'est-à-dire la radio-télévision du Sénégal. Parce que il faut savoir que là-bas, tout le monde veut passer un stage à la RTS, C'est le plus grand média sénégalais. le plus grand média, le média de référence public. Voilà, et c'est pas donné à beaucoup de personnes de pouvoir passer un stage là-bas. Il y a peu de personnes. Et c'est tellement hyper difficile. Sélectif. Voilà, je dirais même imperméable pour pouvoir passer là-bas. Moi, j'ai eu la chance de rentrer là-bas, même si c'est un stage assez court, que j'aurais voulu prolonger, mais j'ai pas eu l'opportunité. Mais j'ai fait 3 mois de stage là-bas. Et après, je suis allé aussi, j'ai fait un stage aussi dans un autre organe de référence qu'on appelle Walfadjri. C'était à l'époque, maintenant, il y a beaucoup de concurrence, mais à l'époque, dans les années 2010, 2013, moi, j'ai fait mon stage là-bas en 2013. À l'époque, c'était le média privé de référence au Sénégal. Et beaucoup de jeunes voulaient aussi passer le stage là-bas. Là-bas aussi, j'ai fait un stage de 8 mois là-bas avec l'aide de mes professeurs qui me dispensaient un cours. Bon, c'est un cours porté sur la presse écrite. Ok. Voilà, il est décidé à que son âme repose en paix. Ok. C'est super intéressant. Et alors, comment la passion pour l'écriture est-elle née chez toi? Et au fond, qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Parce que je sais que tu écris beaucoup, tu aimes écrire. Ouais, ben, moi, je dirais le journalisme. Je dirais même pour aller plus loin, je suis né avec, parce que très jeune. Mes parents ont détecté des prédispositions journalistiques avec moi. Parce que je me rappelle quand j'étais enfant, j'aimais poser des questions à mes parents. J'étais toujours autour d'eux. Je leur posais des questions, mes frères et sœurs. Je posais beaucoup de questions à tous les proches qui venaient à la maison. J'étais toujours à côté pour poser des questions. Et tout le monde me disait, toi, tu poses des questions comme un journaliste. Ok. Et ça, voilà, je dirais que j'avais des prédispositions pour faire du journalisme. Et aussi très tôt, je me suis intéressé à tout ce qui est journal télévisé, tout ce qui est présentation de journal. Je me rappelle, à l'époque, on avait même une télévision noir et blanc. Quand j'étais à Sokone, quand je revenais de l'école, 13 heures, le journal, je me rappelle, il y avait le journal de 13 heures qui passait. Le journal de 13 heures, quand je rentrais de l'école, je suivais toujours le journal de 13 heures. Et le soir, je suivais également le journal de 20 heures. Et j'avais des références dans ce métier. Et je voyais des gens qui présentent des journaux télévisés.
Voilà, ils m'ont Et vraiment... quelles étaient ces références? Ces références, il y avait une dame qu'on appelle... on on appelle... Puis, en termes de médias déjà, en fait, est-ce que tu avais des préférences ou En termes de médias, quand même, quand j'étais enfant, je suivais beaucoup la RTS, c'était une référence. C'est pourquoi quand Ok. quand j'ai fait mon stage là-bas, vraiment j'ai adoré parce que c'était une référence pour moi. Au-delà de la RTS, quand on parle de médias internationaux, bon, après en grandissant, tu découvres d'autres choses et aussi tu démystifies un peu certains médias qu'on considérait comme des ténors à l'époque. En l'occurrence, Jeune Afrique, que j'adorais lire à l'époque quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée. Et je me rappelle, j'achetais même le journal qui coûtait à l'époque 1000 francs. Et j'avais pas les moyens d'acheter le journal, mais de temps en temps, quand j'avais des sous, je prenais je passais dans les parterres de Dakar, ou là où on vend les journaux, et je cherchais le Jeune Afrique. Le journal Jeune Afrique coûtait 1000 francs? 1000 francs à l'époque. Ah ouais, ok. Ok, ok. Donc, Et, c'était des références à l'époque pour moi. Bon, avec et toi, tu t'intéressais beaucoup plus au journal, à la presse écrite, ou tu avais en tout cas, tu t'intéressais à tout journal audiovisuel ou presse écrite. Qu'est-ce qui t'a marqué déjà dès le début? non, moi, je m'intéressais à tout ce qui est journal. À l'époque, Ok, les journaux de référence, et bon, concernant la presse écrite au Sénégal, c'était Le Soleil. Et pour l'audiovisuel, c'était la RTS, Walfadjri. Pour les journaux internationaux, pour ce qui est presse écrite, c'était Jeune Afrique. Bon, il n'y avait pas France 24 à l'époque. mhm, RFI aussi, c'était une référence pour tout ce qui est radio. mhm. Donc, moi, je suivais ces différents journaux-là. Ok. RFI, Radio France Internationale, qui est J'ai d'ailleurs toujours, très suivi, qui était très suivi en Afrique voilà, francophone, ouais. j'ai toujours, je me suis toujours intéressé aux médias, mais j'avais pas une préférence à l'époque parce que j'étais jeune. Voilà, je pouvais pas faire la différence, voilà. Mais tout ce qui est médias, ça m'intéressait. Ok, Après, en grandissant, en embrassant le métier, en faisant des études, voilà, je me suis découvert vraiment des prédispositions liées à la presse écrite. Je me suis dit, moi, je dois faire de la presse écrite parce que c'est là où je me sens le mieux. ok. Donc, d'où le besoin d'écrire. Et ouais, comme tu le dis, hein, tu es journaliste de formation et de base, et tu as travaillé comme journaliste économique, on l'a dit. Qu'est-ce que le journalisme t'a appris sur le monde et sur les sociétés, ou oui, les sociétés africaines ou en général? En fait, le journalisme, je dirais que c'est un métier assez intéressant. Pour ceux qui n'ont pas la chance de le faire, mais ou bien peut-être ils n'ont pas cet amour, cette passion, je dirais ils ont raté vraiment un métier assez hyper intéressant. Parce que, comme on le dit, nous, quand nos professeurs nous disaient ça, quand on faisait la formation, on nous disait le journalisme mène à tout. Le journalisme mène à tout. Et ça, c'est pas une expression jetée comme ça, mais c'est une expression assez subtile, mais assez intéressante aussi. Parce que c'est un métier transversal. Quand tu te lances dans le journalisme, quand tu l'embrasses, ça te permet de découvrir beaucoup de choses, de connaître beaucoup de choses, de se doter d'un background, d'un carnet d'adresses et beaucoup de connaissances. Une culture générale hyper vaste. Voilà. Donc, et le journalisme m'a permis de découvrir aussi beaucoup de pays, notamment des pays africains. Bon, si je dis ce que le journalisme m'a vraiment apporté le plus intéressant, c'est la possibilité de me permettre de découvrir des pays africains. Parce que Ok. je dirais, si c'était pas le journalisme, j'allais jamais mettre mes pieds dans dans des pays africains australes, des pays de l'Afrique australe, notamment du Zimbabwe.
Parce que moi, la première fois quand je partais au Zimbabwe, je me disais, Zimbabwe, c'est où? Voilà. Et c'est le journaliste qui m'a mené là-bas. Un pays de l'Afrique australe, un pays très, très éloigné de Dakar, où tu fais 2 jours de voyage par avion pour pouvoir y arriver. Et un pays qu'on considère, entre guillemets, comme un pays très pauvre, parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Mais moi, quand j'ai mis les pieds là-bas, je me suis dit, ce pays-là, c'est pas le Zimbabwe qu'on me présentait à la télé. C'est pas le Zimbabwe que j'entendais, qu'il y a la famine, il y a la pauvreté. Parce que c'est un pays hyper joli. Les routes sont bien faites, des infrastructures modernes. Parce que moi, je me suis rendu là-bas en 2016. Après, quand j'ai connu un peu, quand je suis arrivé dans le pays, j'ai essayé de lire un peu des trucs sur le Zimbabwe, de faire des recherches. Et là, j'ai découvert que le Zimbabwe, c'était occupé par les Blancs jusqu'à récemment et que c'est eux qui ont peut-être à l'origine de beaucoup de constructions. Mais après, à un certain moment, il y a Robert Mugabe qui a qui a mis la main sur toutes les richesses du pays et a chassé complètement les fermiers blancs qui dirigeaient pratiquement l'économie du pays. Mais malheureusement, quand il a mis la main sur l'économie du pays, il n'a pas pu relever ou bien faire avancer l'économie. Au contraire, l'économie, voilà, a connu une chute extraordinaire. Le dollar zimbabwe, c'est une dévaluation abyssale. Tu vois une chemise accrochée sur sur les murs des boutiques. Tu demandes la chemise, c'est combien? On te dit $1 million zimbabwe. C'est Là, ce que je te dis là, c'est une très réalité. problématique, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai 1 entendu milliard, parler de 1 ça million, ouais, de loin. 1 million quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, ça, c'est pas vrai. 1 million sur étiquette. Je me suis dit, c'est pas vrai. C'est ça ça dit, cette anecdote-là, ça te montre comment l'économie du pays est en récession. Comment la monnaie locale du pays a été dévaluée. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que même pour aller acheter du pain, il fallait un sac en fait. Il fallait mettre le prix de la baguette dans le sac pour pouvoir en tout cas C'est des billets avoir la en possibilité de infinis. l'avoir parce que c'est beaucoup de billets quoi. Beaucoup de billets en infinis, je te dis. Et du Ok, coup, et donc oui, le journalisme t'a permis de découvrir beaucoup de pays africains et de voir. Éthiopie, Zimbabwe, Maroc, Tunisie, Mali, beaucoup de pays. Ouais. Ok. Ok, ok. Sur le plan culturel aussi, j'imagine que t'as appris beaucoup de choses parce que c'est ce que je dis souvent en fait que on ne comprend pas un pays seulement sous l'angle politique ou économique. Donc il faut aller sur place, interagir avec la société, les communautés, les populations pour pouvoir en tout cas comprendre vraiment ce que c'est voilà, un pays, comment on pourrait qualifier une société. Ouais, là aussi pour ajouter un peu sur cette question, parmi les belles découvertes que le journalisme m'a permis, c'est aussi la découverte d'un pays comme l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, l'Éthiopie, moi, quand j'étais gamin, on me parlait de famine en Éthiopie. Nous tous, notre génération, on connaissait à l'époque, on parlait de famine. Tu es maigre comme un Éthiopien. Et c'est l'Éthiopie ou la Somalie? Parce que l'Éthiopie, c'est vrai qu'en fait, ils Oui, ont un l'Éthiopie et peu. la Somalie, mais le cas éthiopien aussi, c'est vrai, parce que l'Éthiopie a connu une famine de 84 à 85, et qui a causé environ 1 million de morts. On parle de 600 à 1 million de morts. Donc, nous, quand on était à l'époque jeunes, on nous disait, oui, tu es petit comme un Éthiopien, où il y a la famine, tu manges pas et tout. C'est le même cas aussi avec la Somalie, où j'ai pas eu la chance de partir en Somalie. Et Éthiopie, ils se sont redressés malgré
une pauvreté à l'époque, c'est dans les années 84-85, qui est récent. Depuis 2000, c'est une ascension fulgurante pour l'Éthiopie. Ils sont en croissance, oui, le pays. Oui, sa croissance est autour de 8% de leur PIB. Nous, si je fais la comparaison, je me suis dit, de 2000 à maintenant, il y a quelques années, quand on était plus jeune, on nous disait que l'Éthiopie est un pays pauvre où il y a la famine. En une vingtaine d'années, l'Éthiopie est comptée parmi les économies les plus prolifiques Dynamique. d'Afrique et portée aussi par sa compagnie aérienne, l'une Ouais. des rares compagnies aussi prolifiques en Afrique. Donc vraiment, chapeau aux dirigeants éthiopiens. Trop bien. Bah, merci Ablaye de nous avoir fait visiter le Zimbabwe, l'Éthiopie, certaines villes sénégalaises comme Kaolack, que je salue de passage. On salue tous les habitants de Kaolack. Et aujourd'hui, tu es aussi responsable de la communication dans le cabinet de conseil Yetel Expertise. Comment est-ce que toi, tu définis la communication? Et selon toi, quel rôle peut-elle vraiment jouer dans les sociétés africaines et au sein de la diaspora? Partons d'abord sur la définition de la communication. Quand on parle de communication, généralement, voilà, on pense à un émetteur et à un message et à un canal par lequel passe le message et à un récepteur. Voilà, l'émetteur, celui qui envoie le message et il définit un message bien clair, assez concis, assez clair, et il cherche un canal pour le faire passer. Et là, il faut s'attendre à avoir un public récepteur. Et donc, je dirais que ce sont ces trois principes-là sur lesquels repose la communication. S'il n'y a pas d'émetteur, il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de canal, il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de récepteur également, pareil. Donc, la communication joue un rôle, comme tu l'as dit, un rôle essentiel dans toute société. Bon, là, on fait référence à la société africaine, mais c'est important dans toute société. Voilà, même si on commence par l'aspect le plus familial, il y a un principe de communication axé souvent sur certaines valeurs et qui sont véhiculées, voilà, par le père de famille généralement. Donc, la communication permet d'avoir une identité, de construire une identité, d'accroître également une certaine notoriété, et voilà, une notoriété positive, bien évidemment, mais aussi de pouvoir éduquer, transmettre des valeurs culturelles, créer une cohésion sociale, raffermir le vivre ensemble, mais également aussi la communication est un régulateur social. C'est un régulateur social parce que c'est avec la communication qu'on parvient à gérer des conflits. Oui. Donc, que ce soit des conflits familiaux, que ce soit des conflits institutionnels, que ce soit des conflits entre États. Donc la communication, moi, si je donne ma propre définition de la communication, je dirais que la communication est à la base de tout. C'est comme l'eau. Comme l'eau est vitale, la communication aussi est essentielle. Voilà. Et une communication au niveau institutionnel, ça permet d'organiser des situations politiques, de gérer des cas politiques, de faire une gouvernance, de rendre une bonne gouvernance, mais aussi de développer une économie. Parce que sans une communication aussi, on ne peut pas développer un pays. L'économie, le social, tout repose sur la communication. Et dans nos sociétés africaines, auparavant, la communication au Moyen-Âge ou bien après le Moyen-Âge et tout, la communication se basait sur des aspects traditionnels. Nous, on nous a toujours raconté que à l'époque, nos aïeux, ils passaient des messages à travers des tam-tams et le son de chaque tam-tam Oui. renvoyait à un message.
c'est-à-dire c'était des codes. Donc quand tu fais tac, par exemple, ça signifiait quelque chose. Quand tu fais top, ça signifiait quelque chose. Donc le, le message était codé, mais qui passait par un canal. Le canal là, c'était à l'époque des tam-tams ou bien même des pigeons qui envoyaient des messages à travers peut-être au papier qu'on accrochait sur eux pour envoyer un message. Même les déclarations de guerre, à l'époque, passaient par une communication. On mettait sur un bout de papier qu'on accrochait sur un pigeon et qu'on envoie dans un autre pays pour déclarer la guerre. Donc, nous, on a, on a trouvé sur Terre la communication qui n'a pas été structurée à l'époque comme actuellement, mais la communication a toujours existé, a toujours été le soubassement d'une société, Oui. notamment la société africaine. Et actuellement, quand on vient sur la nouvelle forme de communication, c'est la communication digitale, la communication axée sur le monde numérique, les NTIC et tout. Donc la communication s'est modernisée au fur et à mesure et c'est à nous maintenant de s'adapter et aussi la communication peut entraîner certaines dérives et Oui, il va tout à falloir fait. J'allais d'ailleurs te poser une question par rapport à ça. voilà, il va falloir qu'on essaie de mettre des garde-fous pour éviter ces dérives liées à la communication. Ok, bah, super intéressant. Je rappelle que voilà, t'es vraiment spécialiste de la com. Et là, comme je le disais, t'es responsable de la communication dans ce cabinet. Et moi, je retiens en tout cas ta définition, hein, qui est très claire. En fait, tu poses déjà trois ou quatre éléments dans ta définition. Il y a l'émetteur et il y a le message, le canal et le récepteur. Et donc, c'est ce qui, normalement, permet de faire passer, en tout cas, de faire passer un message. J'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit sur l'histoire de la communication en Afrique, comment on communiquait. J'avoue que c'est quand même super intéressant de revenir un peu sur comment nos parents nous a eu communiqué entre eux. Communiquer. Et t'as pris l'exemple sur le tam-tam. Et effectivement, dans certains villages, je pense que même actuellement, il y a des villages où on passe par le tam-tam en tout cas pour faire passer un message. Et c'est super intéressant. Je pense on aura l'occasion peut-être un autre jour de, de parler un peu d'histoire, de parler un peu, en tout cas, de l'histoire de la communication en Afrique, parce il y a quand même une histoire, on a une expérience, voilà, des acquis normalement à capitaliser pour pouvoir faire face aujourd'hui aux nouveaux outils de communication qu'on a. Et effectivement, tu as parlé de la communication digitale, la communication institutionnelle ou médiatique. Et c'est important aujourd'hui d'être prêt et d'être outillé et d'être formé à tous ces outils qu'on a aujourd'hui dans ce monde moderne. Et alors, peux-tu nous parler un peu du cabinet de conseil que tu as cofondé, de ce que le cabinet fait concrètement et de ton rôle en tant que responsable de la communication? Je rappelle que voilà, il s'agit là du cabinet de conseil Dietel Expertise. Ouais, une question super intéressante parce que ça revient à ce qu'on a Ouais. fondé ensemble, toi et moi et d'autres cofondateurs. Et le cabinet Yetel Expertise, à la base, il faut savoir, bon, pas pour toi parce que toi tu connais déjà, peut-être pour le Et pour public ceux qui nous pour, qui écoutent, nous ouais. écoutent, voilà, les internautes et tout. Donc, à la base de cabinet, c'était une initiative de mon ami Teddy Diallo et également de ma personne qu'on a voulu lancer ensemble après avoir fait des études de master ensemble et quelques années après, on s'est retrouvés en France. On s'est dit, ouais, on est là, même avant même de se retrouver en France, on avait pris l'initiative depuis que j'étais au Sénégal. Il y a tout le temps Teddy qui m'appelait, on était toujours en contact.
Et on se parlait, on disait: «Ouais, pourquoi pas, on doit mettre quelque chose ensemble, on doit créer quelque chose». Et là, l'idée d'abord de coéditer Ouais, un livre coécrire est un venu, livre. coécrire un livre est venu. On a coécrit le livre ensemble et après ça, on s'est dit: «Ouais, il va falloir aussi qu'on avance sur autre chose». Et avancer sur autre chose, c'était de créer une entreprise par nous-mêmes. Après quelques années de réflexion, de balbutiement, voilà, des doutes, finalement, on s'est lancé. Entre-temps, 2 autres cofondateurs sont arrivés nous rejoindre et voilà, l'initiative a été, mise en place et le cabinet a vu le jour, quelques mois après ou d'ailleurs quelques années après même. Il faut savoir que Yatel Expertise, c'est un cabinet de conseil basé essentiellement à Dakar et même si on compte se projeter, dans d'autres régions de l'Afrique, notamment en Guinée, mais pour le moment, c'est basé à Dakar et avec une équipe de professionnels très désireux, très sérieux d'accompagner des organisations, des entreprises, les individus à titre individuel, mais aussi des institutions, voilà, dans leur stratégie de développement et de communication et de performance. Et vraiment, notre idée est de mettre le capital humain au cœur, de l'entrepreneuriat parce que tout se tourne autour des savoir-faire, heu, et aussi des compétences, individuelles et collectives. Et pour cela, Yatel Expertise opère dans le secteur, du conseil aux entreprises et organisations et mais on focus sur la transformation organisationnelle et le renforcement des compétences. On accompagne également, l'entrepreneuriat, on accompagne, pour le développement des compétences individuelles et collectives, d'où l'idée de lancer des formations qu'on a prévu de faire même une formation qui sera offerte gratuitement à nos différents, partenaires, mais aussi à notre public qui nous suit et qui nous booste depuis qu'on a lancé, Yatel Expertise. En quelque sorte, c'est ça le résumé que je voudrais apporter sur, voilà, Yatel Expertise. Très bien, merci. Et comme tu le dis, pour la petite histoire, parce que, on échangeait très souvent sur le fait de créer quelque chose ensemble. Et justement, on a commencé par coécrire le livre qui a été publié, je crois, en 2020. Ouais, Et après, je pense qu'on avait aussi eu une idée de coécrire avec d'autres amis un autre livre, un ouvrage qui devait normalement porter sur la fabrique du mensonge ou de comment est-ce que les institutions manipulent les populations ou ou les citoyens. Je ne sais pas si tu te souviens, oui, effectivement. on avait commencé à discuter avec comment il s'appelle, Blondel, que je salue de passage, notre ami camerounais, et aussi Valérie, notre ami congolais, qui est passé d'ailleurs dans ce podcast. On avait commencé en tout cas à échanger, mais jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas pu avancer parce qu'il y a eu d'autres projets et pas mal de choses aussi qui sont entrées en jeu dans nos différents parcours, dans nos différentes trajectoires. Et effectivement, comme tu le dis, puisqu'on avait cette ambition aussi de créer une entreprise, on a décidé de se lancer. Et récemment, on a lancé le cabinet après plusieurs années de réflexion et de travail sur ce projet. Merci en tout cas d'être revenu sur cette initiative. Tu es aussi spécialiste de l'aide publique au développement. Alors, pour un citoyen lambda, c'est quoi concrètement l'aide publique au développement? Avec ton expérience, quel regard portes-tu sur les programmes d'aide publique au développement? Je sais que tu écris beaucoup sur ces questions. Tu t'intéresses beaucoup à l'aide publique au développement et pour ceux qui te lisent régulièrement, comme je disais, tu écris beaucoup d'articles. Est-ce que tu peux nous parler de l'aide publique au développement?
Merci pour cette question. Ouais, vous avez raison. Je me suis spécialisé aussi de l'aide publique au développement. Il faut savoir que l'aide publique au développement, c'est une initiative qui a été prise d'abord vers les années 1947, après la Deuxième Guerre mondiale. L'initiative, c'était juste après le plan Marshall qui a été lancé aussi pour reconstruire l'Europe qui a été dévastée après la Deuxième Guerre mondiale et aussi accompagner les pays qui partaient vers leur indépendance, les anciennes colonies. Et au début, l'idée, c'était d'accompagner les pays nouvellement indépendants pour leur offrir des ressources financières, techniques, matérielles pour les accompagner dans leur développement économique et social, mais aussi améliorer les conditions de vie des citoyens de ces pays-là, et notamment dans des secteurs comme la santé, si des actions de lutte contre la faim, mais aussi améliorer l'éducation et tout. Parce que c'était des pays nouvellement indépendants, avaient besoin de ça. Et c'est cette période, c'est-à-dire la période, bon, l'initiative lancée en 47, avant, au bout de quelques années, il y avait que le balbutiement. Les États n'arrivaient pas à réunir des sous pour pouvoir aider certains pays. Mais après les années 60, avec la décolonisation qui est arrivée dans beaucoup de pays colonisés, notamment en Afrique, les pays colonisateurs qui voulaient pas voir leurs anciennes colonies leur échapper. Ils voulaient continuer d'avoir une mainmise sur l'économie de ces pays-là. Voilà, ils se sont dit, ouais, il faut qu'on lance des programmes de développement à travers l'aide publique au développement pour accompagner ces pays. Mais en réalité, l'objectif, c'était d'avoir vraiment une mainmise sur ces États, sur l'économie de ces pays, et aussi contrecarrer l'avancée du communisme. Si ça a coïncidé avec le début de la guerre froide. Oui. Ils ne voulaient pas que la Russie et l'Union soviétique puissent vraiment s'élargir dans les pays, dans les anciens pays colonisés. Et il a fallu créer ce programme aussi pour contrecarrer euh, euh, l'avancée du communisme en Afrique. Donc, durant quelques années, il y avait cette guerre de positionnement entre deux blocs, le bloc dirigé par l'Occident, les États-Unis, les pays européens, mais aussi le bloc dirigé par la Russie et les pays de l'Union soviétique. Et voilà, l'idée est d'accompagner ces États, d'apporter des ressources financières, matérielles et autres. Mais derrière cette idée, il y a aussi un autre enjeu, c'est l'enjeu que je viens de citer. Mais malheureusement, le constat est amer, pardon. Le constat est vraiment amer parce que les résultats recherchés, le but, les objectifs dégagés n'ont pas jamais été atteints jusqu'à présent. Et les résultats escomptés ne sont jamais au rendez-vous parce que l'initiative a été dévoyée et l'efficacité laisse à désirer. Les programmes qui sont lancés, c'est des programmes en général financés par les pays développés pour les pays en voie de développement, mais c'est des programmes fantômes et créés, initiés dans des bureaux cousus en Europe, en Occident, sans impliquer les vrais acteurs et aussi les populations nécessiteuses. Parce que quand tu te renfermes dans un bureau, dans les rues de Paris et tout, tu crées un programme et tu te dis, ouais, on va appliquer ce programme en Afrique dans une localité reculée, sans connaître les réalités de cette localité, ça va pas servir à grand chose. Parce que tu peux Oui. pas comparer un programme appliqué dans un pays occidental, tu veux l'appliquer aussi en Afrique, alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Oui. C'est ça qui plombe en quelque sorte les programmes de l'APD, de l'aide publique au développement. Et les experts, voilà, sont appelés par des organisations. Pour le cas de la France, c'est l'AFD, l'Agence française. Française de développement. Pour ce qui est des États-Unis, c'est l'USAID. Et pour ce qui est des pays comme la Belgique aussi, il y a Enabel et autres. Ces pays, ils font appel à des experts, ils conçoivent des projets de développement
et financés à travers le programme de l'aide publique au développement, mais qui sont en décalage avec les réalités de nos pays, des localités qui sont, qui sont destinataires de ces programmes. Malheureusement, c'est ça qui fait que ces programmes sont toujours voués à l'échec. Il y a une économiste même zambienne qui avait, qui avait écrit un livre sur le programme de développement où elle disait, c'est Dambisa Moyo, c'est la Zambienne là, elle a travaillé aussi au programme des Nations Unies. Ouais. Elle disait que l'aide publique est une fatalité pour l'Afrique. Dans le titre même de son livre, elle disait Did aid, c'est-à-dire l'aide fatale. OK. Ouais. Où elle disait que l'aide publique constitue une impasse structurelle et une fatalité pour les économies africaines. Donc, elle démontre cela parce que à travers son livre, elle dit que les programmes d'aide publique au développement freinent la croissance au lieu de la stimuler, entre, entretient la dépendance des États vis-à-vis des bailleurs internationaux, mais aussi affaiblit la responsabilité des gouvernements envers leurs citoyens. Car ces États-là dépendent davantage de l'aide extérieure que de l'impôt national. Alors que pour pouvoir développer son pays, il faut se départir de tout ce qui est aide. Parce que l'aide publique n'a jamais développé un pays. Au contraire, elle, euh, elle fait tout pour faire chuter le pays parce que la dépendance mène toujours à la chute. Oui. Et avec ses effets pervers aussi, notamment la corruption, parce que la corruption et la mauvaise gouvernance, parce que ces flux importants d'aide-là qui arrivent d'Europe, qui arrivent des bailleurs, la plupart du temps, c'est des flux financiers qui sont détournés de de leur propre voilà, objectif, avec le clientélisme aussi pour maintenir une certaine élite politique, mais aussi ça favorise tout ce qui est investissement et l'entrepreneuriat. Et Ouais. parce que la dépendance, si tu dépends de quelque chose, tu vas pas vraiment mettre des politiques d'incitation pour booster tout ce qui est investissement et aussi pour tout ce qui est entrepreneuriat. Donc, forcément, ça mène à l'affaiblissement de nos institutions. Donc, en résumé, voilà la situation Ouais. de l'aide au développement. Malheureusement, on en arrive là avec ce programme et avec ce système qui est, comme tu l'as souligné, qui est en place depuis, plusieurs années et on ne voit pas le bout de tunnel et d'ailleurs même l'appellation en fait pose problème, et l'aide publique au développement, aide. Le Quand en problème fait, il faut passer par une aide pour développer une un société pays. ou un pays et c'est là où, ça me pose problème. Les dirigeants africains n'ont pas, pris du recul, n'ont pas réfléchi déjà à ce système en fait et étant donné, qu'on a énormément d'accords bilatéraux ou multilatéraux à travers le monde et d'ailleurs des accords aussi, qui concernent, beaucoup plus l'Afrique. Pourquoi on n'a pas mis l'accent, on n'a pas travaillé sur ces accords pour permettre à ces pays, que ce soit africains ou occidentaux, de travailler de façon collaborative, de travailler, de façon diplomatique ou de tout simplement coopérer, de parler de coopération, pour pouvoir amener, à chaque pays, attirer intérêt parce que voilà, franchement, il faut dire, C'est-à-dire, les choses telles qu'elles sont. C'est un c'est jeu d'intérêt, c'est un jeu de positionnement, c'est un jeu, géostratégique et géopolitique, comme tu l'as souligné aussi, hein. C'est aussi une manière d'avoir une mainmise sur, les anciennes colonies. J'ai du mal à accepter même l'appellation, c'est-à-dire, le nom ou, l'appellation aide publique au développement qu'on colle à tous les pays du Sud, à tous les pays qui ont besoin, bah, d'être accompagnés, heu dans leur programme de développement. Ça, c'est très problématique avec beaucoup de recul aujourd'hui. Comme tu le dis, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'intellectuels hein, qui critiquent ce système et qui est compréhensible, hein, il faut le dire et je pense qu'on a besoin en tout cas de faire,
un état des lieux. Je sais pas moi, les pays africains doivent se réunir pour revoir ce système qui a été mis en place, qui d'une certaine façon ne permet qu'aux dirigeants de se maintenir, dans certaines fonctions, dans certains privilèges. Au fond, en ce qui concerne les populations ou les citoyens, je crois qu'on est très loin de l'objectif, initial, de ce système qui continue à rendre, nos dirigeants, dépendants, de de tel ou tel système. Et tu as commencé par parler du plan Marshall. Pourquoi on ne s'est pas «inspiré» entre guillemets, du plan Marshall qui a été mis en place entre les États-Unis les pays qui sortaient, de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, en lançant le problème, ça a été faussé dès le début parce qu'eux, en lançant le programme là, l'idée c'était de venir en aide les pays nouvellement indépendants. Mais derrière cette idée, il y avait un objectif beaucoup plus sournois, c'est-à-dire de pouvoir, maintenir ces pays sous leur coupole, c'est-à-dire de C'est ça, pouvoir toujours les dominer maintenir avec, la dépendance quoi, ouais, voilà. c'est ça. Parce que Mmh. sinon l'appellation là, n'allait pas voir le jour. Pas Ouais, exactement, voilà. aide, Parce ouais. Prends l'exemple d'une famille. Comment est-ce qu'une famille, un père de famille peut atteindre, voilà, de l'aide de telle ou telle personne ou de telle ou telle autre famille pour, faire vivre sa famille? C'est inconcevable. C'est-à-dire le père de famille ou les membres de la famille doivent travailler pour pouvoir en tout cas subvenir aux besoins de la famille. Et le père de famille ne va pas attendre une aide pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est tout bête, hein, mais franchement, en y réfléchissant, on se dit, ouais, l'aide, OK. Dans certains domaines, par exemple, on peut se permettre, comme certaines ONG, certaines fondations le font bien en Afrique, bon, plus ou moins bien en Afrique, et c'est-à-dire aller financer des projets directement sans systématiquement mettre en place, je sais pas, des systèmes qui, continuent à maintenir ou à consolider un système qui ne sert qu'aux dirigeants. Je pense qu'il est beaucoup plus facile d'aller vers un projet concret, dans une communauté. Dire que voilà, cette communauté a besoin de ça, voilà ce qu'on peut apporter. On étudie, le projet ensemble, on essaie de travailler ensemble en impliquant la communauté et puis essayer de financer. Mais comment est-ce qu'au niveau étatique, on peut attendre une aide, pour pouvoir, faire face, aux défis, auxquels sont confrontées les populations? Et sachant que derrière, il y a énormément aussi, de prêts et de dettes, qui aussi, continuent à maintenir toujours nos pays, alors là, on va pas parler que de pays africains, mais, la les dettes publiques aujourd'hui qui sont de plus en plus problématiques, qui continuent en tout cas à maintenir, les pays, dépendants, de telle ou telle structure institutionnelle. C'est dommage. Merci en tout vraiment, cas. Et d'ailleurs, selon toi, quel rôle, la diaspora doit-elle jouer face à ce système, d'aide publique au développement? Qui est souvent critiqué, comme on l'a dit, hein, mais toujours présent en Afrique depuis, comme on l'a dit, depuis plusieurs années. la solution la solution peut venir de la diaspora. Vraiment, la solution peut venir de la diaspora et dans des pays comme les nôtres, Mmh. le Sénégal, la Guinée, l'apport de la diaspora en termes de finances est assez, colossal. Quand on te dit un pays comme le Sénégal, ce que rapporte la diaspora, ce qu'injecte la diaspora dans le Sénégal est 2 fois ou 3 fois supérieur à l'aide, versée par le programme de l'aide publique au développement. Comme au Sénégal, il faut savoir que la diaspora apporte environ 1 000 milliards de dollars dans le pays annuellement. Alors que, les investissements 1 000 milliards de francs CFA, CFA. ouais, dans le pays. Alors que ça doit correspondre à plus de minimum 200 milliards, de 200 milliards, de dollars. Alors que l'aide publique au développement en Afrique, l'aide publique au développement en Afrique est estimée à environ 146-150 milliards annuels.
tu vois? Donc, la diaspora apporte beaucoup plus que l'aide publique au développement. Donc, c'est pourquoi je te dis, la solution peut venir vraiment de la diaspora. En faisant quoi? La diaspora doit vraiment miser sur l'investissement privé Mmh. et avec des facilités peut-être venant de l'État. L'État peut mettre en place des facilités pour booster l'investissement privé. Télé Diallo qui a besoin de se lancer dans un programme d'entrepreneuriat en Guinée, l'État peut lui faciliter quelques aspects, notamment liés aux démarches administratives. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup souffert pour lancer Yetel Expertise à Ouais, cause des problèmes de démarches administratives. Donc, il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, ce qui décourage en quelque sorte euh, les gens de la diaspora. Mais avec des facilités, avec un programme stimulant, un programme d'incitation à l'investissement, ça peut vraiment encourager voilà, les gens de la diaspora pour aller vers l'investissement privé. Euh, mais aussi, les États doivent accompagner la diaspora africaine ou les diasporas africaines dans leur volonté de se lancer dans des projets de start-up ou bien des projets de financement parce que beaucoup ont des projets et ont peut-être un capital pour démarrer. Mais les investissements sont tellement lourds, ils ont besoin d'être accompagnés. Mais le problème quand tu cherches de l'accompagnement dans les banques en Afrique, c'est se mettre le doigt dans l'œil parce que ouais. ça va prendre beaucoup de temps et au finish, tu n'auras rien. Ou bien ce que tu auras, ça représentera pratiquement rien. Donc même ton apport personnel pourra être supérieur à ce que la banque va te proposer. Donc au finish, tout cela plombe en quelque sorte la volonté des diasporas africaines. Mais avec un peu d'accompagnement, la diaspora africaine pourra nous permettre de mettre de côté l'aide publique au développement pour faire focus sur l'investissement privé et endogène, Ouais. en quelque sorte. Et c'est super intéressant, oui, parce que c'est ce que tu dis, hein. D'un côté, on a un gros flux, de transfert, des pays occidentaux vers l'Afrique et on a en tout cas énormément de flux d'argent vers l'Afrique. Mais de l'autre côté, en fait, on manque encore de structure. On manque, tu vois, comment on parlait de l'aide publique au développement, hein, qui est très structurée, c'est des institutions qui sont très carrées et au niveau de la diaspora, au niveau des États d'ailleurs, en fait, c'est les États, en fait, qui peuvent mettre en place des structures permettant d'accompagner, ces flux, permettant d'accompagner, les membres de la diaspora. Il faut mettre en place en tout cas des structures, il faut mettre en place des institutions qui peuvent accueillir ces flux et de travailler de façon formelle, permettant à nos pays d'absorber, ces flux, de façon positive et c'est ce qui, permettra à nos différents pays, aux différentes sociétés, de se passer, en tout cas de ne plus dépendre, de l'aide publique au développement et d'utiliser ces flux, je me souviens, le premier stage que j'ai fait, du premier en tout cas, je me souviens du premier stage que j'ai fait, après mon premier cycle, en Guinée, c'était dans un ministère, dans un département ministériel qui venait d'être créé et à l'époque, ils ont créé une direction au sein de ce département, une direction qui s'appelait, Direction nationale d'appui aux investissements et aux projets des Guinéens de l'étranger. C'était vraiment le département, voilà, on l'appelait ministère des Guinéens de l'étranger. C'est C'était un département qui a été créé, qui a été nouvellement créé. Donc on a nommé un directeur qui vivait à Paris, qui est guinéen, mais qui a fait un beau parcours à Paris et donc moi, je suis arrivé dans cette direction. Il y Mhm. avait beaucoup d'initiatives, en tout cas, allant dans le sens, d'accompagner et d'appuyer, les projets des Guinéens de l'étranger. Donc il y avait une belle dynamique,
de belles initiatives, mais avec voilà, ce qu'on a connu, ce qu'on connaît toujours en Guinée, l'instabilité, le changement de régime. Euh, on n'arrive pas à faire aboutir certains projets, certaines initiatives allant dans le sens d'aider ou d'accompagner les membres de la diaspora. Et bon, c'est vrai qu'entre-temps, je pense qu'on a créé une autre structure qui est l'APIP, qui accompagne aussi pas mal aujourd'hui les membres de la diaspora dans tout ce qui est entrepreneuriat, dans tout ce qui est investissement. Mais au-delà de ça, il faut encore euh, mettre des structures, même au niveau de la diaspora, hein, au niveau des représentations diplomatiques, pour pouvoir contrôler ces flux et accompagner les membres de la diaspora, comme je le disais, à transformer nos économies. En tout cas, c'est super intéressant de t'entendre sur ces questions parce que je sais que c'est des questions qui t'intéressent beaucoup. Et je vois tes articles qui sont très pertinents. Et Merci. pour ceux qui nous écoutent, hein, n'hésitez pas à aller suivre Ablaye sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement prendre connaissance de ce qu'il publie. Et puis, voilà, il publie beaucoup d'articles dans des médias et à titre perso aussi. Est-ce que le fait d'étudier dans plusieurs pays a été une ouverture ou parfois une épreuve supplémentaire? Je rappelle que voilà, tu as fait ton premier cycle au Sénégal et après tu as fait un master à l'étranger et tu as fait beaucoup de formations aussi professionnelles. Non. Ouais, c'est-à-dire étudier dans une ambiance multiculturelle, c'est toujours quelque chose de très, très, très intéressant, enrichissant en quelque sorte. Parce que on va découvrir des cultures différentes, on va découvrir un apprentissage différent, on va découvrir des professeurs aussi venant de différentes régions. Par exemple, quand je prends mon cas, euh, à la base, j'ai fait des études jusqu'en licence au Sénégal. Et après quelques années de travail, j'ai mis en stand-by le monde professionnel pour reprendre les études. Et quand je suis arrivé en Hongrie pour reprendre des études avec le programme de master qu'on a partagé ensemble, on a vu un changement drastique concernant le programme de formation, concernant l'intensité des cours, concernant aussi l'intensité de la programmation et aussi des interventions des professeurs, mais également les présentations qu'on faisait tout le temps, des exposés, des PowerPoint. Certes, dans nos pays, à la base, si tu as un programme, si tu as une présentation, un exposé, bon, c'est une fois dans le mois, par exemple. Alors que nous, dans le cadre de notre programme de formation en master, c'était tous les jours des exposés. Moi, j'ai envie de dire que c'est d'une certaine manière, c'est nous qui qui, qui animions les cours, quoi. C'est nous qui faisions, faisions les cours. Ouais, c'est pratiquement, C'était très, très, c'était des cours, très interactif. on animait pratiquement les cours. Les professeurs, ils nous balançaient tout le temps des présentations et tout, avec des sujets qui demandent beaucoup de recherche. Il fallait passer des nuits blanches Ouais, c'était à faire très des intense. recherches. Après les recherches, il faut faire ta présentation PowerPoint. Et voilà, je dirais que c'était un parcours assez enrichissant pour moi et pour beaucoup d'étudiants qui sont passés par là-bas. Ça nous a permis de découvrir de belles personnes aussi. Par exemple, moi, si je prends le cas te concernant, je dirais que la, l'une des plus belles personnes que j'ai eu à rencontrer, aussi bien dans le cadre professionnel que dans les amphithéâtres, Télé Diallo en fait partie. Donc, Merci. Mm. ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et aussi il y a d'autres personnes, d'autres belles personnes aussi que j'ai eu à rencontrer. Voilà, en quelque sorte, et c'est une chose que j'ai aimé et je regrette pas d'avoir choisi
le programme. C'était très enrichissant, c'était vraiment très, très intéressant comme tu le dis, hein. C'était intense certes, mais ça nous a vraiment permis, d'apprendre et de développer beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience parce que c'était très pratique aussi. Ouais. Donc on n'avait pas de temps et d'ailleurs, quand on a commencé, on était une trentaine, mais à la fin, je pense que beaucoup avaient Beaucoup. abandonné. Il restait que quelques étudiants et ceux qui sont réellement allés au bout, en faisant la recherche, le mémoire, la présentation et jusqu'à l'obtention du diplôme, je pense qu'on n'était pas nombreux donc c'est pour dire que c'était vraiment à la fois, difficile mais enrichissant et intéressant et moi aussi, comme tu le sais, hein, c'est que tu as été un bosseur et moi je te voyais en fait bosser, je le dis je te l'ai dit, je le disais souvent en fait, tu es quelqu'un, très sérieux, tu bosses, et ça se voit en fait, dans tout ton parcours en fait. Tu es un bosseur et moi j'apprécie, les personnes qui ne font pas semblant de faire quelque chose et c'est super et ton parcours professionnel est très riche et assez atypique, hein, comme, on l'a souligné, tu as travaillé dans les médias, tu t'intéresses à la communication. Tu as aussi enseigné, tu t'es retrouvé à un moment donné, dans l'enseignement. Tu fais du conseil et tu travailles aujourd'hui, heu en France et comment as-tu vécu, ton intégration professionnelle à l'étranger? Je rappelle que tu as travaillé, quelques années aussi au Maroc et aujourd'hui, tu es à Paris où tu travailles et comment as-tu vécu ton intégration à l'étranger? L'intégration ici à l'étranger, bon, pas seulement en France, mais aussi au Maroc et ici en France, bon, ça s'est toujours bien passé. Ça s'est toujours bien passé, parce que moi aussi j'ai eu la chance, même avant de partir à l'étranger, mon premier emploi, je me suis retrouvé dans un milieu multiculturel avec de différentes nationalités. Quand je parlais tout à l'heure de Financial Afrique où j'ai obtenu mon premier emploi. Là-bas, c'est un média panafricain. Il y avait des Mauritaniens, il y avait une Béninoise, il y avait un Tchadien, il y avait un Malien et des Sénégalais. Donc, c'était un groupe multiculturel, donc avec, des nationalités différentes. Même si, bon, tous c'était des Africains, mais ça m'a un peu, forgé de pouvoir baigner dans le milieu multiculturel. Donc, quand je me suis retrouvé à l'étranger, notamment au Maroc d'abord, où j'ai intégré aussi, une agence de communication, où j'ai passé 1 an et demi et là-bas aussi c'était, ouais, là-bas c'est au début c'était un peu plus bon, c'est vrai que j'avais déjà des atouts de m'adapter, mais là-bas j'étais le seul subsaharien, le seul africain noir subsaharien qui travaillait là-bas. Parce que c'était des Marocains et une Française, le reste c'était des Marocains, voilà. Donc, là, il fallait s'adapter aussi, il fallait, sur le rythme de travail et je voyais que là-bas, au début, le rythme de travail était beaucoup plus intense que ce que j'avais connu, dans le monde professionnel et avec une directrice qui te lâchait pas les bottes parce que elle était toujours à tes trousses. Même je me rappelle, elle, le dimanche, je restais à la maison, elle m'envoyait un texte pour me faire relire le texte. Ouais. Le samedi soir, des fois, elle m'envoie un message pour me dire: «Abdoulaye, essaie de me relire, ce texte-là avant que je le publie». Parce que tu sais, au Maroc, leur français, c'est pas toujours top Ouais, parce que ouais, c'est ils ça. ont toujours tendance à mettre l'accent sur l'arabe. Ouais. Donc, notre la directrice de notre agence, c'est moi qui corrigeais et pour la française qui était là-bas, Katrina, c'est nous 2 qui corrigeait tout ce qui est document, de l'entreprise, tout ce qui est publication.
avant que ça, même si un petit texte avant qu'elle publie sur son LinkedIn, il faut que ça passe par nous deux. Ouais. Donc, même, je me retrouvais les dimanches, même, ou bien les samedis soirs, en famille et tout, et elle m'envoie un texte. Merci de me relire rapidement, s'il te plaît. Tu vois? Ouais. Donc, c'était une dame qui était farouchement ancrée dans le travail, toujours boulot, toujours boulot. Et voilà, c'était quelque chose vraiment d'intense que j'ai vécu là-bas, que bon, qui m'a aussi vraiment forgé. Et d'autres choses liées au comportement, mais ça, on peut le gérer. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu dans divers univers multiculturels Multiculturel, ouais. et qui m'ont vraiment forgé en quelque sorte. Ouais, c'est super. Moi, je note, Stabilité. l'adaptabilité, Ouais. qu'on peut avoir ou qu'on doit avoir partout où on est, hein. Et surtout quand on est étranger dans un pays, ou quand on arrive, dans un monde professionnel où on n'a pas les bons codes culturels, les bons codes sociaux. Il est très difficile, voilà, de se faire une place, de travailler comme il faut, mais oui, il faut s'adapter. Et Ça va c'est s'adapter. important aussi, voilà, de s'ouvrir, hein, et c'est important parce que moi aussi, j'ai travaillé dans plusieurs, milieux multiculturels. J'ai étudié dans plusieurs milieux multiculturels et j'ai beaucoup appris. Et moi, je conseille souvent, en tout cas aux jeunes ou aux personnes, en tout cas, à ne pas hésiter à aller dans des milieux multiculturels parce que c'est ce qui leur permet, de développer, cette compétence transversale, cette compétence, comportementale qui est l'adaptabilité, qui est très, très souvent recherchée, dans le monde professionnel. Donc, c'est très, très important. La première fois où j'ai été dans un milieu multiculturel, c'était, au Ghana, en fait, et où on était plusieurs nationalités, et africains, et c'était super intéressant. Chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa culture, mais on arrivait quand même à s'entendre, on arrivait à et tu apprends, en fait, tu apprends beaucoup et c'est super intéressant. Alors, est-ce que ton statut d'étranger, a parfois été un frein ou au contraire une force aujourd'hui? Euh, un frein, à la fois un frein et une force, hein, parce OK, ouais. je commence d'abord par le frein. Par Mmh. exemple, quand j'étais déjà au Maroc, avant de venir ici en France, au Maroc, les étrangers, il faut, par exemple, quand tu es sénégalais, quand tu arrives là-bas, il faut 3 mois d'abord pour pouvoir déposer. On te donne 3 mois. Tu as 3 mois pour déposer ta demande de carte de séjour. OK. Au-delà de 3 mois, tu pourras plus déposer. Il faut rentrer au Sénégal et revenir. Tu vois? Parce que Et déjà entre le Sénégal et le Maroc, il y a pas de visa, je pense. C'est un il y peu a pas comme de la Guinée visa, entre la Guinée et le Maroc aussi, je crois. il y a pas Et donc quand tu arrives, tu as un délai de 3 mois de délai pour, de 3 mois. faire une demande de titre de séjour. Voilà. Et la demande de titre de séjour, il doit être précédé par certains documents et le loyer, bon, il faut un contrat de bail, il faut un contrat de travail, il faut ceci, il faut cela. Et voilà. Moi, mon cas, quand je suis arrivé, j'ai j'ai pas travaillé tout de suite parce que, bon, j'avais une offre, mais il y avait des choses à régler d'abord. J'ai pas travaillé tout de suite. OK. Et entre-temps, les 3 mois sont expirés. Donc quand j'ai démarré, c'est-à-dire pour venir juste pour en venir aux frais, quoi. Mmh. Quand j'ai signé mon contrat et tout, et j'avais signé un contrat d'1 année. Quand j'ai signé mon contrat, je suis allé à la au service, désolé, D'immigration. au service de l'immigration pour déposer ma carte de séjour, la demande de la carte de séjour. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit: «Ah, vous l'avez, les 3 mois sont finis, tu peux pas déposer. Il faut partir au Sénégal. Pour revenir, on va déposer». Je leur ai dit: «Moi, j'ai déjà signé un contrat, je peux pas laisser mon travail pour je viens de signer mon contrat, je peux pas laisser mon travail pour partir au Sénégal et tout». Donc et
pour l'ouverture même de mon compte bancaire, il a fallu attendre ça. Donc moi, au début, par liquidité. OK. Je te jure, Parce que tu étais à la pas dans fin le du mois système, quoi. à la fin du mois, on me donnait une enveloppe qui représentait mon salaire. Donc je l'ai fait pendant je pense, 2 à 3 mois et après, je suis, parti en Mauritanie parce que c'était la seule solution. Il Ah, il fallait fallait sortir du pays sortir et du pays. revenir. Je suis parti en Mauritanie et j'ai fait 2 jours à la frontière. J'ai pris voilà, un logement là-bas Ouais, et j'ai fait 2 jours. Après, je suis revenu et là, j'ai déposé mon titre de séjour. C'est-à-dire, c'est des petits freins, mais c'est pas quelque chose d'énorme, mais c'est des ouais, freins. ouais, Quand ouais, on énorme, sait hein, qu'on parce le que trouve ça tout te le temps, bloque dans plusieurs voilà, choses après, quoi. voilà, toujours. Mmh. Et en France aussi, c'est pareil, tu cours derrière des documents, Ouais, voilà, ça mmh, peut prendre des années. les pré Donc, les c'est dé un les enfer démarches, ici ouais. avec les préfectures et tout, c'est Ouais, pareil. ça prend Donc, beaucoup de temps, ouais. c'est ça le frein que je voulais, OK. évoquer, qui concerne, bon, la vie d'un étranger. En tout cas, pour ce qui est de la force et tout, il y en a beaucoup parce que tu découvres beaucoup de choses. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs. J'ai travaillé, bon, à la base, je suis journaliste de formation, Mmh. après expert en relations internationales. J'ai travaillé dans le domaine de la communication, j'ai travaillé dans le domaine de l'enseignement. Actuellement, je travaille dans le domaine des transactions financières où je suis responsable de conformité. Ouais, Donc, tout ça là m'a permis d'engranger une expérience et qui me permet aussi d'avoir une certaine agilité. ouais. Ouais, c'est super intéressant. C'est vrai qu'en fait, quand on a le statut d'étranger dans un pays, et l'une des difficultés majeures qu'il faut noter, c'est vraiment les démarches, administratives, quoi, ou les démarches juridiques auprès des autorités. Comment faire face, aux démarches administratives pour accéder au droit au séjour. Je me souviens aussi, parce que j'ai vécu en Égypte, je me souviens aussi, de la galère, que j'avais rencontrée pour, avoir mon 1er titre de séjour. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de monde. Il fallait venir très tôt le matin. Mmh. La file d'attente, elle est incroyable et il fallait, ouais, que ton dossier soit au top et avec la barrière de la langue, c'est pas évident. Tu parles pas l'arabe. Quand Mmh. tu arrives, et c'était très, très compliqué et pour la petite histoire, en fait, pour avoir d'ailleurs, en fait, mon premier titre de séjour, là, il a fallu que je passe par, il a fallu l'intervention, d'un haut gradé, en fait, d'un directeur, en fait, qui avait des contacts parce que c'est facile de le dire aujourd'hui, mais il a fallu l'intervention, d'un haut cadre pour, ouais, que mon dossier soit débloqué parce que ça prenait beaucoup de temps. Ah ouais. Et il me fallait, le titre de séjour pour, voilà, débloquer certaines situations et puisque ça prend beaucoup de temps et sinon le dossier il était OK. C'est juste que, voilà, parce que tu connais pas l'école, comment ça se passe et il y a beaucoup de monde, tu parles pas la langue. C'est difficile, ce qui fait qu'en fait, je voyais beaucoup de personnes aussi, qui se retrouvaient comme ça bloquées, sans titre de séjour, hein. Parce que voilà, c'est difficile et on n'a pas souvent, les bonnes informations et si tu n'as pas, en tout cas quelqu'un qui peut, t'apporter, je sais un petit soutien, c'est difficile, hein? C'est C'est vrai, c'est vraiment vrai. difficile, oui. Alors, on va parler un peu de migration. Selon toi, qu'est-ce qu'on migre? Un migrant, bon, quand je prends peut-être la définition C'est une académique, question que j'aime poser à tous mes invités. ouais, bon. Moi, je vais peut-être me baser un peu sur une définition académique pour dire que le migrant, c'est quelqu'un qui quitte son pays d'origine pour aller s'installer au-delà de ses frontières, c'est-à-dire un pays d'adoption ou bien un pays qui le reçoit. Voilà. Et le migrant aussi, quand il quitte son pays d'origine, c'est à la recherche, il part vers la recherche d'un avenir meilleur ou bien d'un bien-être, ou bien d'une prospérité, ou bien même, heu dans le cadre professionnel peut-être, également. Et bon, c'est en quelque sorte, je pense que c'est ça
la définition académique de migrant. OK, je l'entends. OK, OK, c'est noté. Et je voudrais avoir ton regard sur la migration des jeunes sénégalais. Et d'ailleurs, dans mon dernier article, qui a été publié dans le journal, si je voilà, si je en Relief, au Sénégal, journal que tu connais, bien d'ailleurs, puisque tu publies régulièrement des articles. Oui. Je me questionnais sur la migration des jeunes sénégalais, j'ai fait une petite analyse et plus largement, en tout cas, sur la migration en Afrique de l'Ouest. Et je me suis interrogé surtout sur une chose, est-ce que les jeunes, partent, uniquement parce qu'ils sont pauvres, heu, ou parce qu'ils n'arrivent pas en tout cas à avoir, un cadre clair ou, organisé et crédible, pour construire, leur avenir? Je m'explique, hein, heu heu, toutes choses égales par ailleurs, quand l'éducation, manque, de rigueur, quand les politiques publiques, on parlait de tout à développement, quand les politiques publiques changent, sans continuité, je parlais, du département, ministériel, où j'ai fait mon premier stage, en Guinée. Mhm. La direction qui avait été créée, il n'y a pas eu de continuité et il n'y a pas eu de suite en tout cas au dossier ou au projet en tout cas ou aux initiatives qui avaient été mises en place. Et quand les institutions peinent à inspirer confiance, il faut le dire, et beaucoup de jeunes, finissent par se dire, que l'avenir, est ailleurs. Alors, certains partent malheureusement par la mer. On l'a tous vu, on le voit régulièrement et ils partent, au péril de leur vie, faute d'alternative, et d'autres, Mhm. pourtant diplômés et que j'appelle, très souvent, voilà, les migrants, de compétences. Et donc eux, ils quittent le pays parce qu'ils, ne trouvent pas, heu, de système capable de valoriser en tout cas leurs compétences. On parle là de fuite, de cerveau que les Ouais. anglophones appellent, brain drain, et on dit souvent que la diaspora, aide grâce au transfert d'argent. On en a parlé et c'est Ouais. vrai, et moi je m'interroge, souvent sur, cet argent ou ce flux d'argent, heu, qui compense vraiment la perte, qui ne compense pas, j'ai envie de dire, en tout cas, la perte humaine, intellectuelle et sociale, pour les pays de départ. En fait, il y a les flux d'argent, il y a les transferts d'argent qui entrent, mais de l'autre côté, tu as aussi, La voilà, perte des cerveau. et la perte de cerveau, l'élite, ou les ressources humaines qui partent, des pays africains. Donc rien n'est moins sûr en tout cas par rapport à tout ça, et au fond je me questionne souvent sur, le manque d'organisation, de discipline et de responsabilité collective dans certains pays, en Afrique où beaucoup de jeunes envisagent aujourd'hui, en tout cas de plus en plus, des parcours migratoires, difficiles. Et donc, quel est ton regard, toi, sur la migration «irrégulière» entre guillemets des jeunes, sénégalais aujourd'hui? Triste, c'est le mot que je trouve pour décrire la migration irrégulière. OK, Triste parce que derrière la migration irrégulière, c'est des familles décimées, ouais, c'est des rêves brisés, c'est des familles disloquées, c'est des mamans qui pleurent à longueur de journée. C'est une société éclaboussée en quelque sorte. mmh, Parce que si je prends, bon, tu m'as posé la question sur au regard ce regard, sur le Sénégal. Sur le Sénégal, moi, quand je prends les chiffres, on nous dit en 2025, on avoisine les 3000 morts. Pratiquement en 2025. C'est énorme. C'est un chiffre alarmant parce que si on parle des milliers de morts, c'est une catastrophe. ouais, c'est horrible, Et ouais.
c'est une catastrophe parce que c'est des jeunes qui aspirent à aller vivre en Europe, en Occident. C'est des jeunes qui délaissent leur pays, qui délaissent leur famille pour aller vivre en Occident, en prenant des risques énormes. Faire de l'immigration, c'est une chose qui est naturelle, qu'on a trouvé. Depuis le monde existe, la migration a toujours existé. Donc, mais quand tu décides de migrer, il faut passer par les voies autorisées. Il faut passer par des voies sûres, régulières. Mais quand tu braves la mer pour aller en Europe, aux risques et périls de ta vie, ça devient autre chose. Ça devient une catastrophe. Oui. Et derrière tout cela, on s'interroge. On s'interroge sur quoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? C'est la grande question qu'on devrait se poser. Ce sont les responsables, c'est qui? C'est qui et qui? Moi, la responsabilité, je la fais porter à nos autorités parce qu'il n'y a pas Ok. d'autre voie. Ce sont les autorités, les dirigeants de nos différents pays qui sont les principaux responsables. Parce que c'est vrai qu'un État ne peut pas créer des emplois. L'État ne base que sur ses fonctionnaires pour employer. Et les fonctionnaires ne sont pas nombreux. Au Sénégal, de 16 millions de personnes, on est à moins de 200 000, environ 200 000 de fonctionnaires. Donc, l'État ne peut pas employer tout le monde. C'est une petite portion de la population que l'État peut employer. Maintenant, la grande employabilité revient à qui? La grande employabilité revient au privé. Mhm. Et ces privés, ils ne peuvent pas employer en masse comme ça, là, sans aucune facilité, sans aucun accompagnement. L'État doit mettre en place des conditions qui permettent au privé de pouvoir lancer, de pouvoir aller vers l'investissement et faire des emplois, créer des emplois et faire des recrutements de masse. Donc, quand on n'a pas ça, on se retrouve sur cette situation-là, des jeunes qui décident de braver la mer pour aller tenter la vie en Occident. Et voilà, cela nous crée ces conditions, voilà, et à l'origine de ces milliers de morts annuellement. Et voilà, donc c'est vraiment triste d'arriver à ce nombre de morts parce qu'on veut aller vers l'étranger. Oui. C'est triste, oui, et je suis d'accord avec toi que voilà, qu'on a des responsabilités à assumer, que ce soit au niveau étatique et même au niveau familial aussi, parce que les jeunes qui partent, c'est des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans. C'est des jeunes, qui sont issus, des familles. Donc moi, je pense que voilà, il faut vraiment, que chacun essaye de réfléchir, à comment, accompagner ces jeunes. Et tu as parlé de l'État et justement, je suis d'accord avec toi que voilà, l'État ne peut pas donner de l'emploi, mais l'État peut créer les conditions favorables, pour que ces jeunes, puissent entreprendre ou, aller dans des entreprises travailler. La plupart de ces jeunes, en tout cas, travaillent dur, hein, mais je pense que, heu, le monde devient de plus en plus compliqué, en fait. Le monde du travail devient de plus en plus compliqué et donc quand l'État se désengage dans certains domaines et et c'est justement, en fait, la migration qui va être, la décision, c'est-à-dire qui va venir en tout cas remplacer le vide ou, l'absence de l'État. C'est-à-dire, l'État doit être présent en tout cas dans la vie au quotidien de ces jeunes, aller à leur rencontre, créer des conditions, créer des environnements favorables permettant à ces jeunes, de se sentir, valorisés, de se sentir, importants dans leur pays. Et avec le recul, qu'est-ce que la migration t'a appris, sur tes valeurs, tes limites et tes priorités? Je sais que tu es quelqu'un de principe, tu as des valeurs, et j'aimerais que tu nous parles, surtout de tes valeurs, ouais. Bon, moi je dirais, la migration n'a pas changé ou bien n'a pas détruit
les valeurs qui m'ont été inculquées quand Ok. j'étais gamin, quand j'étais dans mon petit village, à 15 kilomètres de Kaolack, à 200 kilomètres de Dakar. Les valeurs que ma maman m'a inclus ou bien les valeurs que mon père m'a inclus n'ont pas n'ont pas été détruits ou changés par la vie en Occident ou la vie ailleurs. Je reste toujours sur mes gardes, sur mes principes et c'est vrai, quand tu vis dans un monde occidental qui est un peu différent de ce que tu as vécu dans ton pays d'origine, notamment avec les tentations, notamment avec voilà euh, les risques de de laisser tes propres valeurs de côté. Là, c'est à ce moment-là que tu comprends que tu as été construit sur des valeurs solides. Parce que nous, quel que soit ce qui advient dans notre vie ici en Occident, on changera pas. Et quelles que soient les tentations, on changera pas. Non, la religion s- avec laquelle on a grandi, on la garde toujours intacte. Ouais. Les prières, on les garde toujours intactes. Certaines valeurs, les valeurs, voilà, liées à notre culture et à la religion, on les garde toujours intactes. Ça change pas. Donc, la migration, je dis et je confirme que ça n'a rien changé sur la personne que j'étais au Sénégal et la personne que je suis ici. Et si tu devais parler aux jeunes Ablaye des années 2000, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Des jeunes, Au petit Ablaye la nouvelle de Kaolack génération, des années 2000 ou des années 90, qu'est-ce les que tu jeunes, lui dirais? ah Puisqu'on parle ouais, de migration, on parle de jeunes qui partent du pays. Donc. les jeunes qui décident d'aller vers l'aventure, moi, ce que je peux leur dire, c'est vrai, aller vers l'aventure, c'est bien. Parce que l'aventure, c'est une école. Voilà. Aller à l'aventure, c'est une école. Tout ce qu'on apprend à l'école, avec l'aventure, même si on n'apprend pas les mêmes choses, mais l'aventure nous permet d'avoir, de bénéficier de certains enseignements, d'avoir de l'expérience et de pouvoir vraiment consolider cette expérience-là et de s'améliorer. L'aventure, c'est quelque chose de très bien. Ouais. Mais quand tu décides d'aller à l'aventure, il faut se préparer. Se préparer, c'est d'abord d'étudier. Voilà. Avec quand tu es jeune, il faut aller à l'école. Il faut étudier. Tu, tu vas étudier, tu vas avoir tes diplômes, tu vas avoir des connaissances, tu vas avoir de l'expérience, tu pars à l'aventure, tu vas pouvoir survivre, quelles que soient les conditions qui se dresseront devant toi. Parce que quand tu es préparé, tu as tes knowledge, comme on le dit en anglais, tu as ton background, tu viens à l'étranger, la société qui t'accueille aura besoin de toi. Parce que là, cette société-là sait que tu as quelque chose dans la tête et tu as des bagages avec toi. Donc, cette société va t'ouvrir ses bras et va t'offrir de l'emploi. Et avec cet emploi, tu pourras vraiment te développer, aider ta famille. Parce que la plupart de ces jeunes, quand ils décident de partir, ils te disent, oui, je veux soutenir ma maman, je veux Ouais, aider ma tout à famille. fait. Mais quand tu n'es pas bien préparé, tu pars à l'aventure, au lieu de venir aider ta famille, c'est le contraire qui risque de se passer parce que Ouais. tu auras du mal à t'insérer
Et dans ce cas, tu seras obligé de faire appel à tes parents pour leur dire: «Ouais, la situation, elle est compliquée, il faut m'envoyer ceci, il faut Et m'envoyer cela». parfois exactement, et parfois on devient, un poids familier, on devient Voilà, un on poids devient un poids pour la voilà, famille, pour au la lieu d'être famille et un pour l'homme soulagement. même, dans le pays d'accueil, en fait. On devient un poids pour le système aussi. Ouais, Ouais, c'est super intéressant. En tout cas, à tous les jeunes qui nous écoutent, et comme il a dit, hein, comme Ablaye l'a dit, intéressez-vous à l'école. On ne vous demande pas de faire des grandes études, d'avoir forcément des grands diplômes, mais intéressez-vous à l'école, à l'apprentissage et apprenez, et que ce soit à l'école à travers un diplôme ou que ce soit, voilà, à travers un métier, mais apprenez quelque chose et ne partez pas comme ça sans préparation. Et comme il l'a dit, et quand vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez personne, vous connaissez pas les codes culturels, les codes sociaux, vous ne connaissez pas les rapports de vie en société, dans le pays, dans votre pays d'accueil, c'est difficile, voilà, de s'intégrer, c'est difficile de prendre soin de soi et aussi, de pouvoir prendre soin, à ses proches ou à sa famille. Parce que comme tu l'as dit Ablaye, très souvent les jeunes, ils partent avec un poids très lourd, c'est-à-dire, le poids de se dire que: «Je pars pour aider ma famille». Mais non, pars d'abord, pour t'aider toi-même et essaye de construire quelque chose, essaye de te faire une vie et en même temps, voilà, ce sera naturel l'aide que tu pourras accorder à la famille. Mais avoir cette vision, c'est bien, cette ambition de vouloir changer la vie de sa famille. Mais avant de partir, il faut vraiment se préparer, surtout on vit dans un monde, qui se transforme tous les jours, un monde, qui devient de plus en plus, compliqué, un monde de plus en plus, moderne. Donc quand tu viens d'un village où, même, dans les grandes villes, tu as du mal à survivre, à du mal à te faire une place et tu arrives, tu pars dans des grandes villes, dans des grandes métropoles, des pays qui sont ultra développés, où tout va très vite, ça devient compliqué de se faire une place et d'arriver à survivre. ouais. Donc, merci pour ce conseil et avant de finir, avant-dernière question, quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes de la diaspora sénégalaise et africaine en général qui nous écoutent? Les jeunes qui nous écoutent, que ça soit des jeunes de la diaspora, des jeunes, de l'Afrique et aussi, la confiance en soi. Quelle que soit la situation que vous vivez, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, que ça soit ici dans la diaspora ou ailleurs, chez nous en Afrique, dites-vous que seule la persévérance pourra vous permettre de sortir de cette situation. Comme le disait, Napoléon Hill, qui disait, même les défaites peuvent être transformées en victoire par la persévérance. Ouais, Donc, persévérez dans tout ce que vous faites. Si c'est l'école, heu, persévérez à l'école. Si c'est dans le cadre professionnel, persévérez parce que c'est seulement les meilleurs qui parviendront à s'en sortir. Essayez d'être des meilleurs dans vos domaines. Le sport, l'école, le monde professionnel, heu, ou bien dans n'importe quel domaine. Persévérez et essayez de vous hisser parmi les meilleurs et vous en sortirez. Ça, c'est sûr. très bien. Ablaye, on arrive à la fin de cet épisode. J'aime vraiment cette dernière question. Heu, est-ce que tu as un proverbe sénégalais ou une citation à nous partager? Et d'ailleurs, j'allais même dire, un proverbe peul parce que là, je vais t'attaquer un peu, parce que pour ceux qui ne savent pas, ta femme, elle est peul. Donc, la dernière fois, tu me disais que: «Non, ma femme est peul, donc je comprends le peul». Là, je te lance le défi, de me donner un proverbe, sinon ma sœur, Bah, qui c'est qui pas va fini. écouter ce proverbe-là, cet épisode, voilà, t'enverra une petite, tu vois, une petite sanction, comprends? Ah là là là. Allez, un proverbe sénégalais ou une citation? Allez, bon, pour ce qui est du proverbe peul, vraiment, prochainement, je vous donnerai. En tout
Quand je vais demander à madame. Bah non, là, Bon, je lui dirai que je suis déçu. ah, Mais bon, quand tu as donné des proverbes, c'est la barre, elle est trop haute pour moi, quoi. ouais, Pour peut-être, on va chercher un proverbe wolof, ouais, puisqu'on est dans le cadre, on vient de parler de la migration, de ouais, vivre à l'étranger et tout. Peut-être je vais donner un proverbe qui fait référence à cela. OK, Bon, après, je le dis en wolof, après, je vais le traduire littéralement en français. OK, vas-y. Wolof dit mën a dem mooy tax a dem. C'est un Quand tu vois, c'est un peu rimé, Ah, voilà, mais parce que moi, ouais, vas-y. ça signifie, vouloir partir à l'étranger ne signifie pas que tu dois partir. Il faut Mmh. pouvoir partir pour partir. En résumé, c'est ça la tradition littérale. Ah, trop bien. C'est-à-dire tu It's powerful. Ah, c'est super intéressant, ouais. Ah, je commençais à apprendre le wolof un peu, mais bon, j'ai perdu un peu les pédales, quoi. Tu te souviens, non, pendant le covid? ouais, je me J'étais souviens. à fond avec le wolof, je commençais même à apprendre des expressions. Après, Merci beaucoup Ablaye, franchement, j'ai bien appris, de ton parcours et j'espère que les gens qui nous écouteront aussi, apprendront, de ton parcours, et merci, d'être présent et d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir partagé ton parcours, qui est riche et très varié. ouais, ce fut un plaisir pour moi, de partager ces moments avec toi et espérant que tout ce qu'on a dit, pourra servir, aux personnes qui nous écoutent et également, et puis ces personnes pourront en tirer des leçons. Et aussi, nous restons aussi ouverts à tout ce qui est, peut-être, des retours, qui pourront aussi nous enrichir, voilà. Et pour terminer, Telly, moi, je souhaite vraiment vous remercier, vous encourager aussi pour, cette initiative, Merci, et je souhaite vraiment que ce podcast, soit ici parmi les podcasts les plus écoutés au monde et les plus suivis parce que c'est très intéressant. Et les personnes qui passent aussi dans ce podcast, c'est des personnalités c'est des grandes figures de la merci, société africaine, de la diaspora africaine. Et nous vous souhaitons vraiment bon vent. merci. Merci beaucoup Ablaye, et pour ces mots de fin. Bonne écoute et n'oubliez pas, de vous abonner, de partager l'épisode et de nous rejoindre pour les prochains numéros de Trajectoire migratoire. À très bientôt. Salut!